Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce séminaire donc consacré aux clés de l'organisation du télétravail, un sujet très très en vogue en ce moment, dont on parle énormément. Alors, avec moi aujourd'hui, il y a Hervé Allard-de-Hest, pardon, qui est mon confrère du MEDEF 93-94. Bonjour Hervé. Il y a Christian Aliès de l'ARACT, donc, qui, bien entendu, nous parlera des conditions de travail. Il y a Benjamin Dessin de l'ANDRH et Yves Laquelle qui représente le GIM, donc Groupement des industries métallurgiques. Tous présents et tous très au fait de ces questions de télétravail. Vous allez voir qu'ils connaissent bien le sujet et dans l'histoire, ce sera peut-être moi le béotien. Donc, je me ferai aussi l'interprète des questions qui vont nous parvenir via le chat. Donc, j'ai envie de commencer par Hervé Allard. Tu connais bien le télétravail parce que tu le pratiques dans ton entreprise. Alors, on va commencer comme ça. Si tu le pratiques dans ton entreprise, c'est qu'au fond, tu trouves que c'est plutôt pas mal. Comment ça se passe dans le quotidien de cette entreprise? Alors, peut-être que de parler du quotidien, je vais peut-être revenir un peu à l'historique, en fait, où j'ai créé pour SFR il y a 20 ans, en fait, des solutions de visioconférence pour permettre à SFR de pouvoir intervenir dans les magasins et d'amener des compétences techniques ou des expertises techniques qu'ils ne pouvaient pas avoir nécessairement dans tous les magasins, voire éventuellement des gens qui formaient les consommateurs à l'utilisation de leur mobile. Donc, c'était vraiment. Donc, on va pas parler, on va parler de travail à distance, cette configuration-là. Et donc, c'est de là qu'est né. Oui, Oui, j'ai l'impression c'est de qu'il y a là des petits problèmes, mais vas-y, continue, on continue. donc c'est de là qu'est né le développement en interne chez nous de solutions logicielles de visioconférence. Donc, dans le cadre de travail à distance, on n'était pas nécessairement dans le télétravail, c'était simplement SFR qui mutuait sur une plateforme des experts qui pouvaient intervenir dans leur tout en France, sur leur magasin, il y en avait 600 à l'époque. Donc, on renforce des équipes de magasins. Et D'accord. assez rapidement, oui. Alors, je vais donner la parole à Benjamin Dessin à NDRH parce que lui a une expérience du télétravail plutôt du côté de ceux dont le métier est d'organiser le télétravail. Puis on reviendra sur ton expérience terrain, Hervé. Benjamin, je crois que pour vous, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui ont mis en place le télétravail, qui l'ont organisé, puis il y a ceux qui sont partis un peu à l'aventure comme ça et qui sont partis en télétravail, souvent à la faveur du confinement, sans vraiment organiser quoi que ce soit. Et là, vous dites attention, danger. Alors, c'est surtout au-delà de la NDRH, surtout mon expérience en tant qu'avocat associé du cabinet Factory qui me donne une visibilité assez large sur les pratiques des entreprises en matière de télétravail. Effectivement, ça fait pas mal d'années que le télétravail peut être encadré dans les entreprises et les ordonnances Macron ont vraiment favorisé une mise en place sécurisée sur le plan juridique. Et ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'énormément d'entreprises, notamment parce que l'un des articles 1222-11 autorise les employeurs à imposer la pratique du télétravail sans qu'il ne s'agisse d'une modification du contrat de travail et sans accord collectif. Beaucoup déclenchent ce télétravail contrainte par la nécessité de privilégier cette forme de travail, mais sans que ne soient malheureusement encadrées énormément des problématiques périphériques subséquentes au télétravail. Donc, il faut essayer de raison garder et d'encadrer quand même au maximum dans l'entreprise ces pratiques qui vont avoir un impact sur la santé au travail, qui vont avoir un impact sur la durée du travail, sur le droit pénal du travail. D'accord. Yves Laquelle, vous avez une expérience justement de la mise en place de ces accords à l'intérieur des entreprises. Donc concrètement, Oui, comment ça se passe? Est-ce que ça s'adresse à tous les types d'entreprises?
Alors bien sûr, clairement, pas forcément à tout et à tous les types de travail. En fait, d'ailleurs, je rappelle que les ordonnances de 2017 ont ouvert largement un droit, entre guillemets, au télétravail, mais qu'il est largement encadré et qu'il dépend bien sûr de l'accord de l'employeur, ce qui veut dire la capacité à ce que les tâches puissent travailler à distance. Très formellement, le télétravail, c'est une organisation du travail dont on convient avec le salarié, et comme l'a dit Benjamin Dossin, on sort d'une situation on est encore dans une situation un peu particulière, dans laquelle il y a un accord et où la personne peut également venir travailler. C'est-à-dire que c'est une décision convenue et qui doit s'accompagner et s'organiser. Ce que l'on constate, c'est que toutes les entreprises qui avaient mis en place du télétravail avec des accords, avec un certain nombre de personnes qui télétravaillaient, quand elles se sont retrouvées en face de la crise, eh bien, elles ont un petit peu étendu cette pratique et globalement, ça s'est pas mal passé. Alors que celles qui ne le faisaient pas du tout, ont d'abord découvert que ça avait une certaine utilité, mais qu'il y avait énormément de difficultés, énormément de sujets à traiter. Dernière petite chose très rapide, je me souviens avoir signé, quand j'étais DRH d'entreprise, en juin 2009, donc ça date pas d'hier, un accord expérimental sur le télétravail. Ça a été l'accord le plus long que j'ai eu à négocier tellement il y avait de dispositions à discuter. C'est très complexe d'organiser le travail de quelqu'un quand il est à son domicile. À l'époque, la question posée, est-ce qu'un membre du CHSCT peut se déplacer pour contrôler que la personne a des conditions de travail acceptables? À l'époque, les textes n'étaient pas clairs. Alors, on va revenir dans le détail là-dessus, parce qu'ils le sont un peu plus. Christian Aliès, conditions de travail, le mot a été lâché. Vous, c'est votre cœur de métier. Dites-nous un mot de présentation à la fois de ce que vous faites et aussi de la manière dont on peut avancer de manière paisible sur le sujet. Paisible, oui, c'est un mot qui convient parce que ce qui ressort, il y a une enquête, Malakoff a fait une enquête, le réseau ANAC-Maract a fait une enquête. La DARES, la dernière statistique de la DARES de l'année dernière, elle montrait qu'il y avait 7%, je dirais, des entreprises, des salariés qui mettaient en œuvre le télétravail. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de statistiques, mais si on regarde les chiffres qui sortent quand même des enquêtes, il y a en gros 35-36% des entreprises qui se sont contraintes et forcées, orientées vers l'utilisation du télétravail. Alors, ce qui vient d'être dit, moi j'y adhère, c'est-à-dire qu'elles l'ont découvert forcé, mais finalement, ce que nous on voit, c'est qu'on en a tiré 3 règles finalement. C'est que d'une part, le télétravail, ça s'anime, c'est-à-dire que on a des dispositions ou non pour animer un collectif, mais en tout cas, il faut conserver cette dimension si on veut à un moment donné qu'il y ait un résultat dans le télétravail et si on veut que le management joue effectivement son rôle. Donc d'abord, ça s'organise, ça a été dit juste précédemment. Organiser, ça signifie qu'il va falloir aussi jouer entre les rapports individuels, les entretiens individuels qu'il faut conserver. La fréquence va dépendre effectivement du type d'activité, des objectifs qu'on se donne. Et puis, il faudra à un moment donné des temps qui soient des temps plus collectifs. Et puis, on ressort effectivement de 2 mois où les entreprises, alors c'est une règle qu'on a pour aller sur le site de l'ANACT ou des ARACT, le télétravail, ça s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un mode aujourd'hui d'apprentissage, on ne multiplie pas par 5 le nombre d'entreprises qui se sont orientées vers le travail, ce n'est pas magique, il y a certainement des points de repère qu'il faut avoir, on aura l'occasion d'en reparler après, mais donc finalement le télétravail, nous ce qu'on en ressort, c'est ça s'organise, ça s'anime et ça s'apprend. Et c'est peut-être une dimension qu'ont découverte aussi les entreprises. Alors, je vais essayer de redonner la parole à Hervé, parce que j'avais un problème pour entendre Hervé, c'est les aléas du direct. Hervé, toi, tu as expérimenté le télétravail depuis longtemps, donc tu as quelque part défriché un peu le terrain pour nous tous. En termes d'étapes de mise en place, est-ce que tu peux nous décrire comment ça s'est passé chez vous dans ton entreprise ? Ah, je ne suis pas sûr qu'on ait réglé le problème de micro, malheureusement. Bon, alors, on va essayer de le régler dans la coulisse. C'est pas grave. Alors, avant de revenir à l'expérience d'Hervé, Yves, je sais que il y a des questions de confidentialité. Voilà. Oui. Sans citer de nom d'exemple d'entreprise, mais...
Mais Alors, voilà. d'abord, Comment ça se peut-être passe dire dans un la petit pratique? mot. D'abord, un petit mot, il se trouve qu'au gym nous-mêmes, où nous sommes un petit peu moins de 100 personnes, nous avions régulièrement une vingtaine de personnes, c'était en situation de télétravail. Donc, comme ça vient d'être dit, on avait déjà commencé à l'animer un petit peu, mais c'est quand même très différent d'avoir des personnes qui viennent 1 ou 2 jours par semaine, ce qui est quand même plutôt la pratique, que la situation très exceptionnelle et qui est subie, et dont il faudrait bien se garder de tirer des leçons. Après, on voit bien que les entreprises, et même les entreprises industrielles, sont venues progressivement au télétravail, mais qu'elles avaient beaucoup de sujets à traiter. Comment est-ce que j'organise le suivi de la production quand je suis à distance? Aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire. On peut même dépanner des machines à distance. Donc aujourd'hui, les technologies permettent ce genre de choses. Maintenant, il y a énormément de difficultés pratiques liées à certains types d'activités. Je vais, sans citer une entreprise, nous avons parmi nos adhérents des entreprises du secteur de la défense qui ont besoin d'avoir des réseaux extrêmement sécurisés et qui n'ont répondu qu'à partir de début 2019 à du télétravail, qui était une demande régulière. Et ça marche bien, le télétravail. Dans des secteurs très techniques, comme le disait un chef d'entreprise il n'y a pas très longtemps au gym lors de nos commissions, un ingénieur au bureau d'études, quand vous lui foutez la paix, il bosse bien mieux. Donc, c'est très efficace. Alors après, son commentaire, c'est au bout d'un mois, c'est un peu moins, ça commence à être un peu moins bien. Donc, mon petit commentaire, c'est toutes ces pratiques, elles existent et il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont déjà recensées, on pourra les détailler. Il faut se veiller de ne pas tirer trop vite des conclusions de la période que nous vivons, qui est quand même très exceptionnelle au sens de la durée de l'animation, la totalité, l'absence de présence, comme l'a dit le directeur de l'ARACT juste avant. Voilà. Oui, Christian, la période, elle est complètement atypique. En fait, on peut pas, ça peut pas perdurer. La manière dont le télétravail s'est mis en place dans beaucoup d'entreprises était très acrobatique. Clairement, il faut pas rester comme ça. Il faut s'organiser. Je pense que voilà, on vient, alors je ne fais pas de promotion, mais il y a un kit qui vient d'être mis en place depuis une quinzaine de jours aujourd'hui. C'est qui est un kit téléchargeable pour toutes les entreprises, de quelque taille qu'elles soient. Et on distingue, je dirais, 2 catégories de télétravail. Il y a ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire il y a le télétravail dans l'urgence et il y a le télétravail qui est une stratégie qu'ont menée déjà certaines entreprises. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est plutôt à le télétravail dans l'urgence, c'est-à-dire comment on va intégrer cette modalité d'organisation du travail dans le plan de continuation de l'activité, comment on va essayer de revoir ces modalités de management des projets et est-ce que véritablement on va partager aussi les mêmes outils numériques, puisque ça a l'air de rien, mais on ne peut pas se contenter uniquement des outils du marché. À un moment donné, il y a une démarche individuelle d'appropriation, dont on le voit même dans nos équipes. Il y a une maturité à intégrer les outils numériques qui est plus ou moins forte suivant les compétences qu'ont les salariés. Donc, il y a une montée en puissance, il y a donc un apprentissage rapide, forcé. Puis après, il y a peut-être qu'il y a celles qui avaient déjà travaillé sur la problématique du télétravail et qui en faisaient un axe stratégique important, éventuellement intégré dans les accords de temps de travail, avec des modalités qui pouvaient faire en sorte qu'il y avait une solidarité aussi au niveau des équipes, de la charge de travail, parce que tout ça aussi, ça s'organise au moment donné de l'enfant. Et je pense qu'il y aura cette migration à terme entre ce qu'on a vécu dans l'urgence, avec un management qui a dû s'adapter. Donc on est dans une phase d'adaptation, de découverte de ce qu'est la réalité du télétravail, et je dirais aussi, j'ai eu une réunion avec des partenaires sociaux la semaine dernière qui, eux, faisaient la différence à juste titre entre ce qu'est le télétravail et le travail à domicile. Parce que, encore faut-il, et ça c'est aussi au manager à l'intégrer, faut-il qu'il y ait les conditions qui soient réunies pour que le travail, quand vous avez 2 enfants ou 3 enfants en bas âge, que l'école n'est pas prise, etc., comment on va concilier cette organisation du travail qui est complètement chamboulée. Donc finalement, il y a le télétravail, il y a le travail de domicile, il y a le vécu de l'urgence, il y a la migration et l'amélioration des techniques de télétravail, et peut-être qu'après, ça deviendra un élément de la stratégie des relations sociales dans l'entreprise.
Alors, quand on parle de conditions de travail, est-ce qu'on peut essayer de déterminer en fait les catégories de conditions? C'est-à-dire, bon, on comprend qu'il vaut mieux que les gens soient assis sur une chaise qui est adaptée au fait de pouvoir travailler avec un ordinateur plutôt que sur un tabouret de cuisine. On comprend qu'il y a des risques psychologiques liés à l'isolement, au fait que la vie personnelle s'invite dans la vie professionnelle et vice-versa. C'est quoi les catégories que vous établissez à l'ARACT? En gros, hein, pour donner une image générale du sujet. L'organisation du travail et qui impacte les conditions de travail, vous venez de le dire, elles impactent bien sûr d'abord, quand même aussi, l'espace de travail lui-même. Les bureaux, c'est pas neutre. Je pense que tous les dirigeants ont aussi parfois des demandes, et ils l'ont eu pendant la période de confinement, d'achat pour améliorer son confort au travail. Ça, je pense que c'est la première règle. Si vous débarquez au bureau et vous n'avez pas de bureau, une chaise, que vous soyez au travail ou chez vous, vous allez quand même avoir des soucis. Le deuxième point, je pense que c'est aussi la façon dont le dirigeant ou l'entreprise va partager la numérisation de ses process de travail. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un impact aussi sur la pratique de l'outil numérique. Les conditions de travail, c'est aussi la façon dont on va pouvoir communiquer ou non avec son manager, avec ses équipes, si je suis manager, inversement, et comment je vais utiliser les outils pour animer cette communauté de travail. Donc, s'il y a un fil rouge qui est peut-être exacerbé dans le télétravail aujourd'hui, c'est la fonction de partage. Comment je partage pour ne pas me sentir isolé dans ce travail et comment je vais me nourrir des outils ou pratiquer les outils pour qu'on partage à la fois les objectifs du projet, quel type d'objectifs je vais pouvoir avoir réalisables dans les conditions de travail qui sont celles que je vais vivre, entre parenthèses, à domicile. Et ensuite, certainement, que ça inaugurera une nouvelle ère, entre parenthèses, d'organisation du travail pour faire en sorte qu'on ne soit pas que le domicile, vous savez, c'est ce que Pierre Giorgini, le recteur de l'Université catholique de Lille, appelle le crépuscule des lieux. Le crépuscule des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir un travail à domicile, oui, ben, c'est le titre du livre, après la transition fulgurante. Je vous l'invite à lire. Non, mais je pense qu'il avait touché du doigt déjà depuis 2-3 ans le fait que, par exemple, je pense que ça peut être un objet de discussion, pour pas dire de négociation, pour pas employer un gros mot, mais pour faire en sorte qu'avec les parties prenantes que sont les partenaires sociaux ou le conseil régional, le tiers-lieu, c'est de dire, tiens, j'ai pas les conditions de travail chez moi, mais moi, en tant que patron d'entreprise, je peux peut-être éventuellement donner accès à un centre de coworking où là, les conditions seront réunies à un certain coût. Mais alors, tout ça qui va, à mon avis, se négocier au sens de gré à gré avec les salariés dans l'entreprise. Donc, une entreprise, on se pose nous-mêmes la question. On pourrait, quand j'ai des salariés en Seine-et-Marne, j'ai des salariés à Cergy, ils mettent 1h30, voire 2 heures parfois le matin quand les transports sont bouchés. Alors, on peut avoir le lissage, comme on le disait tout à l'heure, mais est-ce que ça durera, on ne le sait pas. Mais on peut peut-être aussi jouer avec l'accord de la proximité des lieux de coworking. Ça peut être aussi une réalisation. On parle de travail multimodal dans ce cas-là et de combiner en fait plusieurs types de. Benjamin, pour revenir sur l'aspect négociation, c'est très important et on en a parlé déjà tous les deux. Ça s'organise. C'est pas neutre, quoi. En gros, on peut s'éviter vraiment des grandes difficultés en mettant en place un accord robuste dans l'entreprise pour couvrir ces questions. C'est ce qui résulte de la philosophie des ordonnances Macron, de toute façon. C'est-à-dire qu'on a décidé de passer, je caricature un peu les choses, mais d'un système contraint en matière de réglementation, où l'employeur devait respecter en tout point la réglementation avec une marge de manœuvre qui était quand même relativement limitée, avec une négociation collective d'entreprise qui avait un poids sur la négociation collective de branche très relatif, puisqu'il ne pouvait être
sauf exception, notamment en matière de durée du travail sur certains aspects, que plus favorable. Et on est passé à un système où d'un seul coup, les entreprises peuvent décider de négocier sur un champ énorme du droit du travail en relation collective ou en relation individuelle de travail qui va s'appliquer dans les relations entre l'employeur, les salariés, et dans les relations entre l'employeur et les organisations syndicales ou instances représentatives du personnel. Donc, par définition, la négociation ne peut plus être un gros mot. C'est l'alpha et l'oméga de la réglementation qui doit s'appliquer dans cette entreprise. Et il faut la construire avec une certaine forme d'intelligence tactique. Il faut nécessairement réaliser que lorsqu'on va aller négocier un accord sur le télétravail ou lorsqu'on va décider de mettre en place une charte sur le télétravail, eh bien, on va aller toucher aux aménagements individuels du temps de travail, prenons l'exemple du forfait jour, sur les modalités de contrôle de la charge, sur le droit à la déconnexion, mais en même temps, il y a le droit, les plages horaires pendant lesquelles j'ai le droit d'aller contacter le salarié. On va aller toucher aux conditions de travail, mais pas forcément dans les aspects constructifs, positifs, mais plutôt sur les aspects risques, c'est-à-dire, par exemple, les risques psychosociaux. Le fait que certains salariés, dans un télétravail, non pas abusif, mais un télétravail permanent, vont souffrir d'une situation d'isolement. On va aller toucher aux problématiques de reconnaissance d'accidents du travail, de maladies professionnelles. On va aller toucher à différents secteurs, différents pans du droit du travail. Donc, lorsqu'on construit toute cette norme applicable dans l'entreprise relative au télétravail, il faut avoir systématiquement en tête le fait que cela doit être coordonné avec les autres aspects normatifs conventionnels ou unilatéraux qui sont applicables dans l'entreprise. Et nécessairement, lorsqu'on va imposer le télétravail, eh bien, on le fait dans la précipitation, et cette précipitation est antinomique avec le fait de réfléchir à tous les risques que nous souhaiterions éviter. Et puis, en plus, nous sommes dans une situation, certes parfois de vide juridique, de contradiction juridique, lorsque on vous dit dans le QNR du gouvernement que on ne doit pas indemniser le télétravailleur et qu'à côté de ça, l'ANI de 2005, qui était un peu le premier document fondateur du télétravail, lui impose pour les entreprises adhérentes au MEDEF une indemnisation. Lorsque on vous explique qu'on doit unilatéralement établir les règles d'application du télétravail lorsqu'on décide de l'imposer compte tenu de la situation de crise sanitaire, il est évident qu'unilatéralement, on ne peut pas couvrir l'intégralité des champs qu'on ne voit pas encore. On commence à voir, je parle sous contrôle des autres intervenants, mais on commence à voir déjà certaines situations de télétravail permanent qui génèrent, pour le moment, de ce que j'en vois, des situations pas encore hostiles, mais en tout cas conflictuelles. Et les mois qui vont venir vont évidemment s'entremêler avec une croissance que l'on sent déjà de tous les contentieux relatifs à la santé au travail. J'ai l'impression que les chefs d'entreprise, ils se retrouvent coincés entre un accord qui est très très compliqué à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de dimensions, et puis finalement d'inviter les collaborateurs à reprendre les transports en commun et de voir sa responsabilité pénale engagée. Voilà. Donc, je voudrais redonner la parole à Hervé, et puis on viendra à vous, hein, évidemment, parce que encore une fois, bon, si le micro marche, j'espère qu'il marche. Hervé, confirme-moi que ça marche bien. Et tu m'entends, Charles? Voilà, bah écoute, j'ai l'impression qu'on t'entend encore un peu de façon hachée, si la technique nous confirme ça. Est-ce que, oui ou non, vous m'entendez là ou pas? Ah oui, là c'est parfait. Voilà, donc Hervé, tu as mis en place le télétravail, donc rassure-nous, oui. C'est pas si compliqué que ça quand même. Ce que j'entends, Charles, est assez symptomatique. On parle d'asymptomatie ou de symptomatie depuis quelques semaines. En fait, je me reconnais pas du tout dans ce qui est dit, si ce n'est un propos tout à l'heure, ça s'apprend. Ça, c'est certain que ça s'apprend. Partir dans une démarche obligatoire crée des contextes de toute façon qui sont pas naturels. Du coup, il faudra effectivement savoir les gérer. Moi, si je reprends notre expérience,
le premier collaborateur, au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur SFR, avec qui j'ai créé il y a 20 ans des outils effectivement de visio, d'intervention à distance, nous on a recruté notre premier collaborateur il y a 12 ans parce que en fait on voulait recruter une compétence. Et cette compétence était beaucoup trop éloignée de nos bureaux pour qu'ils viennent travailler tous les jours. Il y a 7-8 ans, nous on s'est inscrit dans une logique de le télétravail peut être une solution comme une autre. Et ensuite, on est passé sur assez rapidement. C'était une solution comme une autre, et en même temps, on se disait dans le cadre de l'aménagement du territoire, et on était sur la réforme territoriale aussi un peu à cette époque-là. Je trouvais qu'on n'était pas nécessairement dans le sens de l'histoire. Et moi-même, j'ai créé une plateforme qui pouvait s'apparenter un peu au télétravail dans un petit village de 300 habitants dans le Haut-Jura. Et à partir de là, on a effectivement commencé à avoir comme logique et comme réflexe d'installer le télétravail comme une solution comme une autre, avec effectivement des conditions à la clé. Il y a 6 ans, on a réellement intégré une massification du télétravail. On était, pour vous donner un ordre d'idée, à 70% de nos collaborateurs en télétravail avant le confinement. Aujourd'hui, on est à 95%, j'y reviendrai. 70% au moment des confinements, il y a 5 ans, on mesurait à peu près une division par 2 du nombre d'arrêts de travail. La seconde année, l'année suivante, on a encore réduit de 20% le nombre d'arrêts de travail. Et parallèlement, on a constaté une augmentation de plus de 10% de productivité. Quand vous avez des collaborateurs à qui vous avez, par cette démarche, facilité quand même grandement leur quotidien, puisqu'en fait, ils économisent entre 1 heure et 3 heures de déplacement par jour, ce qui est tout à fait, bien évidemment, considérable pour chacun d'entre eux, puisque quand nous, ils finissent à 17h30, à 17h31, ils sont avec leurs enfants ou à s'occuper de chez eux. On a du coup un rendu ou un retour qui est effectivement sans commune mesure. Et tous les problèmes que l'on entend là, le cadre juridique s'est mis en place. On a signé, nous, un accord de télétravail avec, bien évidemment, l'ensemble de nos collaborateurs et notamment les représentants. Ça n'a jamais été une difficulté. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ce que j'entends là, on va l'avoir dans un contexte forcé, mais pas dans un contexte où on a eu envie de le faire. Je dis un mot pour ma conclusion. Si on a envie, ça marche. Tous les freins, tous les problèmes qu'on peut entendre, sincèrement, moi, aujourd'hui, je ne constate pas. Et pour autant, on est passé à 95% de nos collaborateurs en télétravail. Yves Lacaille, le désaccord au niveau du gym, vous en avez vu passer pas mal. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se met en place facilement? Alors, ça se met en place assez facilement. Moi, les derniers accords que l'on a vus, d'ailleurs, s'appelaient souvent nouveaux modes de travail, c'est-à-dire qu'ils intégraient bien d'autres choses que le simple télétravail. Et ils prévoyaient beaucoup de choses sur le travail en projet, un certain nombre globalement, ils expliquaient toute la vie de l'entreprise. Et on voit bien que le télétravail, c'est ce qu'a dit tout à l'heure un des participants, un des intervenants, c'est que ça s'adapte très bien au niveau de l'entreprise. C'est un sujet de discussion dans l'entreprise au niveau des postes. On voit bien que, je voudrais d'ailleurs revenir un peu sur ça, qui est quand même un des problèmes de fond qu'il ne faut pas méconnaître. C'est que, par essence, le télétravail donne un coup de canif à la séparation vie privée, vie professionnelle, auprès de qui, ce qui est un sujet qui compte pour beaucoup. Et initialement, jusqu'à 2017, quand même, le télétravail se faisait surtout à la demande du salarié. Il était plutôt consenti par l'employeur dans bon nombre de cas. Et donc, il veillait à ce que ça se passe bien. Aujourd'hui, on a une situation qui est un peu différente où les gens cherchent à revenir et on a redéfini un nouvel équilibre entre l'organisation du travail et des espaces de travail où les bureaux sont quelquefois un peu plus partagés, où on voit aussi du flex office par ailleurs se développer. Donc, quelque part, c'est un nouveau mode d'organisation où quand on vient en télétravail, on travaille sur des sujets qui sont plus en propre, avec des besoins de management, mais plus différenciés. Et puis, il y a un travail de mise en commun, de créativité. Parce que ce qui est important et ce que mesurent les entreprises et ce qu'elles viennent de mesurer, c'est que, par exemple, au bout de 3 semaines de crise, elles se sont rendues compte qu'il y avait des situations de télétravail qui n'avaient plus de sens. Et elles ont basculé du télétravail vers de l'activité partielle, ce qui n'était pas une évidence, et parce que simplement la production ne suivait pas, et donc l'accompagnement de production avait moins de sens. Donc j'insiste sur le fait que
on applique le télétravail si, comme ça a été dit, eh bien, il faut, ça s'apprend, ça s'organise, ça s'anime, et puis l'efficacité doit aussi un petit peu se mesurer. Et je crois que ça, c'est important. Et puis, alors je voudrais le dire de façon peut-être un peu plus taquine aussi, le télétravail, ça a aussi sa limite. On voit bien que la plupart des accords d'entreprise prévoient rarement plus de 2 jours par semaine en télétravail. Donc très loin de ce que nous venons de vivre. C'était une question qu'on a eue, c'était est-ce qu'on peut passer à 4 jours, 5 jours, 100% de télétravail? Moi, je connais des entreprises qui, il y a déjà 7 ou 8 ans, avaient des systèmes de télétravail où 9 jours sur 10, c'est-à-dire un seul jour par semaine, les gens ne télétravaillaient pas. Parce que la nature de l'activité, la nature des contacts avec des gens qui étaient très souvent au téléphone était extrêmement efficace, avec énormément d'animation. Donc, c'est vraiment un sujet propre à chaque activité. Après, quand on est à 100%, pour être un tout petit peu taquin, il faut se poser vraiment la question de la valeur ajoutée du poste, parce que le vrai risque, et j'ai déjà entendu des entreprises commencer à se poser cette question, si on est à 100% durablement, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail depuis la France ? Quelle est la valeur ajoutée de ceux qui travaillent? Vous avez des activités que nous avons fait par télétravail dans les entreprises du fait de la crise, qui aujourd'hui se font à distance par des grands cabinets prestataires qui sont installés en Inde à 100%. Je pense que nous avons besoin, à créer de la valeur ajoutée dans le travail, à mesurer cette valeur ajoutée. Et le télétravail est une composante de bien-être, une composante qui va s'organiser en fonction de chaque type d'activité. Ce que dit Hervé Allard lié à son activité est excellent. Moi, je connais plein d'autres entreprises pour lesquelles le télétravail ne peut représenter un intérêt que pour un nombre limité de personnes. Et incidemment, pour venir sur la crise, le télétravail a créé un clivage entre ceux qui télétravaillaient et qui étaient au chaud chez eux et ceux qui étaient dans les usines, qui devaient travailler et qui avaient peur de s'exposer. Je dis dans les usines, on aurait pu dire aussi dans des magasins ou ailleurs, tous ceux qui ont travaillé pour assurer la continuité de l'activité. Et on a créé un clivage entre les télétravailleurs qui étaient les nouveaux cols blancs et ceux qui étaient sur le front, qui étaient les cols bleus. Donc tout ceci, ça s'apprend, ça se manage, ça s'anime. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par le directeur de l'ARACT, et je crois que c'est extrêmement important. Benjamin, vous vouliez réagir par rapport à ça aussi, justement, non, de simplement, j'adhère complètement à ce qui vient de se dire. C'est vrai que ça doit être réfléchi, pensé intelligemment, parce que sur le plan humain, opérationnel, ça peut créer des clivages, ça peut créer parfois des baisses de productivité. Et le bel exemple qui était donné tout à l'heure par un de nos intervenants ne se retrouve pas forcément dans toutes les entreprises. Et puis, il faut aussi, il ne suffit pas seulement de le vouloir. C'est pas que ça. Il y a des entreprises qui le voudraient. Et en fait, la méthode pour le mettre en œuvre est très, très complexe sur le plan opérationnel et RH. Puis après, il faut aussi distinguer autre chose. Il y a les entreprises dans lesquelles ça se passe extrêmement bien parce que, pour une raison que j'ignore, le fait est que les salariés ne sont pas spécialement revendicateurs ou autre chose. Le climat social est excellent, tout se passe très bien. Ce n'est malheureusement pas ce qu'on constate partout. Il y a des entreprises dans lesquelles les organisations syndicales ou les représentants du personnel sont vent debout face à l'expérience du télétravail ou à autre type d'expérience qui viendrait modifier des conditions organisationnelles auxquelles étaient habitués les salariés. Et il y a donc une distinction à faire entre la facilité opérationnelle, quelquefois, et la mise en œuvre juridique qui n'est pas toujours si évidente que ça et qui est génératrice de contentieux pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que ça peut se négocier avec des délégués CSE sans nécessairement qu'il y ait de représentants syndicaux à proprement parler? Oui, c'est l'un des gros avantages des ordonnances Macron. Alors, la négociation dérogatoire existait déjà, mais elle a été, entre guillemets, simplifiée. Donc, dans les entreprises aujourd'hui, vous pouvez négocier avec les délégués syndicaux, avec le CSE, avec des salariés mandatés, selon des modalités, même des modalités de vote qui sont simplifiées suivant un niveau d'effectif. Et donc, oui, l'accord collectif est sur le principe ouvert à toutes les entreprises, mais de toute façon, encore une fois, à défaut d'accord collectif, qui reste la norme à privilégier, parce que depuis les ordonnances Macron, l'accord collectif bénéficie de la présomption de conformité à la loi, ce qui, en cas de contentieux, a un intérêt d'inversement de la charge de la preuve. Même si on n'a pas ça, on a encore le système de la charte, et puis aussi on peut compter sur les conventions collectives de branche, comme la métallurgie, par exemple, qui je crois, je ne veux pas parler à la place du directeur du gym, mais se préoccupe largement de ce sujet.
Avant de revenir chez Hervé, une question pour Christian, parce qu'on nous l'a posé au travers du chat. Vous avez dit que vous ne vouliez pas faire de la publicité, mais quand même, on nous demande que vous fassiez la publicité de votre kit télétravail. Je crois qu'il y a des amateurs là. Oui, alors le kit, c'est un kit donc, qui est téléchargeable gratuitement, hein, qui a été pensé à la fois par les chargés de mission de l'ANACT, le service de transfert, et c'est une des vocations d'ailleurs, je rappelle, du réseau ANACT-ARACT, hein, c'est d'être sur le couple expérimentation et sur le couple diffusion, capitalisation et transfert aux organisations industrielles ou de services. Donc, vous pouvez aller sur tous les sites. Ce qui est intéressant, c'est justement, on a bien fait la différence entre un projet de télétravail, et donc là, vous avez des carnets de bord, vous avez des livrets, vous avez des points de repère, vous avez des grilles que vous pouvez remplir qui vous permettent vous avez aussi toute la comitologie que vous pouvez éventuellement mettre dans des PME. Et puis ensuite, il y a un kit spécifique sur le télétravail dans l'urgence. Alors, j'ose croire que le kit de télétravail dans l'urgence sera de moins en moins utilisé, mais en tout cas, vous pouvez tout télécharger, l'ensemble de ces guides, et vous en faire une espèce de bibliothèque où vous aurez à la fois le kit pour l'urgence, à la fois le kit si vous avez un projet de télétravail, ou éventuellement un kit aussi pour améliorer et vous donner des outils qui vous permettent d'améliorer la pratique du télétravail actuellement. Pourquoi on a fait ces 3 niveaux dans le kit téléchargeable? Alors, je pourrais éventuellement vous envoyer le lien, hein. Il y a un formulaire à remplir sur le site, comme vous le faites d'habitude, le nom, l'adresse email, etc., votre organisation. Il y a 3-4 éléments à remplir. Une fois que vous recevez un mail, vous cliquez et vous êtes directement sur le kit et c'est opérationnel pour vous. Après, vous vous l'appropriez. Mais je pense que ce qui est important, et moi ce que je note dans ce qui est dit à la fois par les intervenants et dans la logique du kit qui est téléchargeable, c'est que on va vivre une époque où on va passer, j'allais dire, d'une logique expérientielle à une logique de projet. Et c'est un petit peu ça qui fait qu'on peut réconcilier les 2 points de vue, c'est qu'il y a ceux qui ont été dans la pratique forcée, ceux qui avaient déjà une pratique de télétravail et ceux qui ont besoin de combiner peut-être cette première pratique forcée pour dire, bah tiens, finalement c'est intéressant. Alors on le fait bien sûr dans le cadre d'un projet avec le CSE, quand il y a un CSE, avec les représentants du personnel, et on rentre vraiment dans une conduite du changement qui fait que on apprend, hein, il y a un mot qui a été utilisé, voilà, on apprend ensemble et on est dans une logique de projet après avoir partagé l'expérience ensemble. Et là, c'est le rôle, évidemment, du management et de la direction de l'entreprise à pouvoir mettre cette logique en phase. C'est des choses qu'on a vues, moi, avant le confinement, on était en relation avec une grande banque. Dans le kit, vous pouvez d'ailleurs télécharger, vous avez un lien de mémoire avec Légifrance où vous avez accès à la banque de l'ensemble des accords, des chartes, etc., qui sont souvent, qui servent de base un petit peu de réflexion, mais pas que. Le texte, c'est une chose, la mise en application du texte, et un avocat, c'est pas moi qui vais dire, c'en est une autre. Oui, bien sûr. Hervé, une réaction par rapport au télétravail qui finalement permettrait d'outsourcer ou d'offshorer, je ne sais pas comment il faut dire, les travaux. Enfin, ça y est, c'est la fin du salariat, cette affaire, non? C'est quoi? Comment on maintient le lien collectif de l'entreprise? Non, je pense pas que ce soit la fin. Yves a raison. Mon expérience, elle est sur une typologie d'entreprise. J'ai 110 collaborateurs et on est dans le tertiaire. Donc très clairement, et pour autant on a plein de métiers. On a bien évidemment la compta, les ressources humaines, la production, mais c'est une production ici effectivement qui se fait depuis un bureau, et la recherche et le développement, les supports techniques, enfin tout, nous, on couvre bien évidemment beaucoup de métiers, voire même les commerciaux. Et sur les commerciaux, on a nous noté maintenant que globalement ils sont divisés par 4 leur nombre de déplacements
au profit de rencontres et d'échanges qui se font par visio. Nous-mêmes, on a des collaborateurs, nos gestionnaires RH, elle est à la Martinique, on a un collaborateur qui est à Haïti, on va en avoir bientôt en Guyane et à La Réunion. Et pour autant, ils sont toujours salariés et ils n'ont pas nécessairement envie de faire différemment et de passer sur d'autres modèles. Et c'est pas pour ça et pour autant, alors ça dépend bien sûr des employeurs, qu'on ira vers effectivement un outsourcing total avec que des collaborateurs qui seront à la limite quelque part des fournisseurs. Non, non, le sujet reste exactement le même. On l'a simplement nous quelque part dématérialisé. Je me plais souvent à dire que si on renversait une boîte de petits pois sur la carte de France, on aurait à peu près la cartographie, une cartographie fidèle de là où sont nos collaborateurs en France. Et pour autant, ça ne pose vraiment pas de problème. La vraie difficulté, par contre, c'est d'apprendre, c'est ce qui avait été dit tout à l'heure par monsieur Laracte, et d'apprendre la façon dont on va manager. En fait, j'utilise aussi le terme de vieux démon. On a une incapacité réelle à gérer à distance. En fait, c'est là d'où vient le problème. Et quand on entend les freins, les obstacles, la réglementation, tout ça conduit un petit peu à se dire on ne sait pas comment faire et on a peur. Quand on franchit réellement le pas, sincèrement, tout ça n'est pas du tout un obstacle. Je dis pas que dans le contexte dans lequel on est et le télétravail qui va s'en suivre aura exactement la même voie que nous, on aura pu suivre à notre époque, puisque nous, on l'a fait volontairement. Là, il y a peut-être effectivement un schéma qui sera peut-être un petit peu différent. Ceci étant, le management, effectivement, est la clé, bien évidemment, de la façon dont les choses vont se passer. Ça va dépendre aussi de comment travaillent les collaborateurs concernés. Soit ils sont devant une feuille de calcul ou une application, et globalement, ils passent leur temps tout seuls, effectivement, face à leur écran. Et là, très clairement, le management et l'intégration de la façon dont on pilote ces collaborateurs va tout à fait évoluer. Nous, très clairement, on a mis en place chez nous un échange avec l'ensemble de mes collaborateurs une fois par mois. En fait, quelque part, je suis plus proche de mes collaborateurs que je ne l'étais avant d'avoir massifié le télétravail. On échange beaucoup plus, on se retrouve sur des mini-groupes de travail en visio. Encore une fois, avant, j'étais dans mon bureau, ma porte pourtant était toujours ouverte, et pour autant, je rencontrais beaucoup moins les collaborateurs que depuis qu'on a massifié le télétravail, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc non, je ne pense pas que nous, en 7 ans d'expérience, réellement, ça n'a pas bouleversé les choses du tout. Ça veut dire que quelque part, on se rend plus accessible à un plus grand nombre de collaborateurs via le télétravail, mais que quelque part aussi, il y a des réticences peut-être du côté du manager dans cette évolution du fonctionnement managérial, peut-être des prérogatives lui échapper. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, j'avais des réticences, un petit peu de certains, notamment quand notre gestionnaire RH nous a dit je me marie, je pars à la Martinique, est-ce que je peux continuer à travailler? C'est clair que ça a créé quelques interrogations et j'ai dit écoutez, on va faire un test, on va faire effectivement un avenant au contrat pendant 6 mois, on regarde comment ça se passe. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans maintenant qu'elle est en télétravail à la Martinique. On coche toutes les cases du positif, il n'y a pas de cases négatives. Benjamin, comment gérer la transition? C'est quoi les conseils que vous pourriez donner aux entreprises pour gérer la transition entre l'étape où on est maintenant, où ça s'est fait dans l'urgence et j'allais dire dans des circonstances extrêmes, et la transition pour aller vers un système équilibré qui tient compte des contraintes légales, du cadre juridique, et puis aussi des besoins des entreprises et de leurs collaborateurs. C'est quoi les étapes de cette transition? Je pense que ce sont les mêmes étapes que celles qu'a dû suivre Hervé Allard lorsqu'il a mis en œuvre le télétravail de façon massive dans son entreprise. Il faut rebondir quand même sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il ne faut pas oublier la temporalité dans cette affaire. Ce qui rend dangereux les choses en ce moment, est ce que moi je constate, et ce qui est sans doute constaté également avec toute sa visibilité par Yves Lacaille, c'est le fait que les entreprises sont en marche forcée sur le télétravail, avec une possibilité d'écraser le contrat de travail, avec une possibilité de se passer d'accords collectifs, et donc, par définition, toutes les problématiques périphériques à une activité en télétravail, on ne va pas les reciter, on y est exposé en tant qu'employeur. Dès lors que l'on a pris le temps,
comme ça a été le cas d'Hervé Allard, qu'on a réfléchi, qu'on a négocié, quel que soit le partenaire en face, un accord collectif, je ne sais pas ce qui est pratiqué dans son entreprise, mais qu'on a songé véritablement à faire en sorte de mettre en œuvre une ingénierie qui n'est pas forcément l'ingénierie d'ailleurs la plus complexe sur le plan technique. Hein. Attention, hein, en droit du travail, on a plus compliqué que cela. Mais il y a quand même, comme ça, une mini-ingénierie derrière. Dès lors qu'on y a pensé, qu'on l'a construite, qu'elle ne se contredit pas avec d'autres dispositions, d'un seul coup, le télétravail devient quelque chose qu'il faut, pourquoi pas, généraliser, comme ça a été le cas dans son entreprise, ou en tout cas mettre en œuvre de façon partielle, et ça ne pose pas de difficulté. Sur la transition… Une entreprise, pardon, Benjamin, une entreprise qui aujourd'hui est en télétravail par la force des choses et qui déciderait de passer à un système plus organisé, il va falloir compter combien de temps? Une PME, elle va avoir besoin de combien de temps pour élaborer ça? En moyenne, c'est quoi les grandes étapes? C'est très variable, mais déjà le premier conseil que j'aurais, c'est d'aller regarder dans la convention collective de branche ce qu'il peut y avoir de prévu sur cet aspect-là des choses. Ensuite, s'agissant d'une mise en œuvre pour que opérationnellement ce soit compatible avec l'organisation de l'entreprise, on va dire que ça, c'est une cote mal taillée, mais ça peut prendre un délai d'1 mois. En 1 mois, en s'attelant véritablement à la discussion avec ses interlocuteurs représentants du personnel, on peut réussir à avoir, voire moins, hein, ça peut prendre moins de temps que cela, on peut réussir à avoir réfléchi à tout le dispositif et à avoir modélisé quelque chose qui soit tout à fait synonyme de sécurité juridique. Et comment on s'assure que ce qu'on a concocté en interne avec les représentants du personnel, le responsable RH, s'il y en a un, etc. Comment on s'assure que ça tient la route? Là, ce sont les mêmes réflexes qu'habituellement. Vous avez un bon conseil, d'une part, et vous regardez également si votre organisation patronale de référence, comme le GIM par exemple, peut vous apporter une aide sur mais je laisserai Yves rebondir sur le sujet, mais peut vous apporter une aide sur la compatibilité, de l'acte juridique que vous souhaitez mettre en œuvre pour encadrer le télétravail. Yves, une réaction justement sur le sujet? Je crois qu'on est finalement assez d'accord pour dire que le sujet du télétravail va beaucoup plus se traiter par le dialogue, le management, l'organisation du travail, que les thématiques strictement sociales qui sont du deuxième ordre. Mais bien sûr, ce dont on va se rendre compte, et je crois qu'il faut mettre un peu de côté la période que nous venons de vivre, parce que c'est comme ça a été dit à l'instant par Benjamin Dessin, on vient de vivre une période qui était forcée, où on a écrasé des règles parce que le télétravail s'est imposé à tous, il a été subi, et donc on peut en tirer quelques conséquences, quelques conclusions sur la façon dont on veut évoluer par la suite. Mais les entreprises qui, dans le dialogue, dans la façon de fonctionner, dans la façon dont le management se met en place au fur et à mesure, tout ça, ça se fait assez naturellement et je trouve assez efficacement. Je crois simplement que on voudrait peut-être en faire un peu la panacée et une sorte de nirvana de l'organisation du travail, alors qu'il y a quand même un certain nombre de limites, ou alors il faut être particulièrement créatif et innovant ou avoir une activité qui s'y prête, parce que le développement de produits industriels, et pas seulement industriels, qui se fait par équipe, eh bien, nécessite un certain nombre du travail personnel, mais aussi un certain travail de confrontation. Et les outils ont quelquefois du sens, mais la transmission des émotions, des réactions, de la vie au quotidien ont des impacts très importants. Et là, le télétravail a pu montrer un petit peu sa limite. Donc, il faut avoir conscience que chaque secteur saura s'y adapter avec la dose qui va bien. Moi, je ne mesure pas écoutez, tous les grands groupes industriels qui sont nos adhérents, que vous connaissez, des constructeurs automobiles, aéronautiques, etc., ont quasiment tous des accords sur le télétravail. Et globalement, ça se passe bien. On n'en a pas entendu parler. Elles ont préparé la crise. C'est plutôt bien passé pour elles parce qu'elles étaient en situation de pouvoir, finalement, elles s'étaient déjà organisées. Mais finalement, c'est une sorte de culture de branche puisque il se trouve que dans notre convention collective de la métallurgie, il n'y a pas de disposition sur le télétravail.
Donc en fait, c'est un travail d'accompagnement et c'est une sorte de culture sociale de branche, ce qui revient presque au même en réalité. De ce point de vue-là, Benjamin Dessin a raison. Et nous n'avons pas de texte fondateur sur ce sujet parce que par nature, nous avons toujours considéré, et c'est le sujet qu'Hervé Allard a évoqué, c'est un sujet qui concerne la vie de chaque entreprise. Oui, donc effectivement, il y a un consensus sur le sujet du télétravail côté employeur et côté employé. Il faut l'orchestrer, il faut le mettre il faut le formaliser. Et puis peut-être l'ajuster, si vous permettez, au cas par cas. Ah oui. L'ajuster au cas par cas des situations des entreprises et des situations individuelles. Excusez-moi de dire, et l'Île-de-France a une position tout à fait particulière parce qu'en Île-de-France, nous avons un mal spécifique qui sont les transports en commun. Je ne parle même pas d'aller s'empiler en ce moment aux heures de pointe dans ce qui est particulièrement anxiogène, mais globalement, vous avez des personnes qui mettent, je crois, maintenant, on peut dire en Île-de-France, 1 heure pour se déplacer entre leur domicile et leur travail. Donc, aujourd'hui, ce travail, c'est une souffrance, voilà, et ce que l'on ne va pas retrouver dans certains autres endroits. Christian, et après on reviendra chez Hervé qui a des choses à dire sur le délai. Je suis convaincu que la QVT est dépassée et qu'aujourd'hui c'est la QVT carré qui nous fait, c'est-à-dire une qualité de vie au travail territoriale. Et je pense que véritablement, ce qui nous manque aujourd'hui, et alors c'est pas ça nous manque, c'est qu'il y a plein de dispositifs qui sont en train de se mettre en place et peut-être que ce qu'on a vécu va devenir un révélateur positif de cette QVT territoriale. Mais le débat me rappelle ce qui vient d'être dit. On avait l'habitude de dire, lorsqu'on a démarré les premiers accords de qualité de vie au travail, on se disait, mais finalement, il y a d'un côté la prévention avec le réglementaire, le juridique, les textes, etc. Et puis, on avait l'habitude de dire dans le réseau ANAC-TARAC, la qualité de vie au travail, c'est d'abord une problématique d'engagement. Là, je viens d'entendre parler, effectivement, d'engagement, d'engagement social, de responsabilité sociale. Et ça, je pense que j'en suis convaincu. J'en suis d'autant plus convaincu que je pense aussi que dans les entreprises, ce qu'on a redécouvert à travers le télétravail, c'est 2 mots-clés du management. C'est d'une part, redécouvrir la valeur de l'activité, et nous on dit pas forcément des métiers, mais de l'activité, et 2, des objectifs qui sont liés à ces activités. Et c'est là où se renoue à distance, ça a été dit par M. Allard tout à l'heure, se renoue finalement à distance une relation de confiance qui pouvait être finalement à distance, mais qui a rapproché aussi, quand c'est bien fait, le manager des salariés. Et cette relation de confiance, elle s'est tissée finalement dans les expériences quand les entreprises ont été forcées. Elle existait peut-être déjà, et puis après, il faut l'entretenir aussi, cette confiance. Donc, c'est véritablement un problème, je dirais, d'engagement du management à travers, bien sûr, la volonté de la direction. Et Hervé, cette question de la confiance et de la relation, de la relation à distance, moi j'ai des questions un peu basiques, hein, pardon, mais comment on vérifie que les gens travaillent et sont pas en train de jardiner? Comment on gère le fait qu'il y a une synchronicité qui est nécessaire au travail et il n'y en a pas qui travaillent la nuit parce que ça les arrange et puis la journée ils vont faire autre chose ou le week-end alors que voilà ils envoient tout un tas de mails pendant le week-end alors que les autres se reposent et comment ça se passe, comment on fait si un collaborateur se brûle en faisant son café le matin, est-ce que c'est un accident du travail? Des questions un peu bêtes, hein, pardon, mais comment ça se gère? En 6 ans ou 7 ans d'expérience, sincèrement, j'ai jamais eu à gérer ce type de cas. Je pense que le problème se pose réellement pas du tout. On a des gens qui sont, on a fait confiance a priori, et je pense qu'ils nous ont rendu cette confiance. Et tous les points d'accroche qu'on a pu éventuellement relever là pendant la discussion, sincèrement, on les découvre pas. Moi, j'ai souvent à mes collaborateurs, vous avez une obligation de résultat, pas de moyens. Dans l'accord collectif, bien évidemment, on a encadré les choses pour pas qu'il y ait de dérive non plus sur les heures supplémentaires, le travail, le respect, bien évidemment, des horaires et pas de travailler en dehors des horaires. Enfin, mais ça n'a jamais été un sujet. Enfin, pour nous, ça n'a jamais été effectivement un sujet. Par contre, ça a été dit tout à l'heure, réellement, effectivement, il faut avoir de l'imagination et de la créativité. C'est ça qui est la clé. On parlait de délai.
Le délai, pour moi, c'est quelqu'un qui partirait aujourd'hui, indépendamment de la crise sanitaire. Moi, je pense qu'il faut compter entre 1 an et 2 ans pour créer les conditions du réflexe. On ne peut pas réellement aujourd'hui dire et ne prendre que la partie réglementation. C'est pas, à mon sens, c'est que ce sont des supports. Enfin, la partie norme fait partie des supports, mais n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est de créer les conditions qui vont permettre effectivement à ce que ça marche. Mais pour ça, il faut créer les conditions du réflexe. Et les conditions du réflexe, ça se fait sur le temps. Chez nous, la façon de fonctionner, c'est que le télétravail est la base. Et ils se rejoignent régulièrement dans nos espaces collaboratifs. On en a à Paris, on en a dans le Jura, on en a à Lyon, pour tout ce qui travaille en mode projet où ils ont besoin de se rencontrer. Donc en fait, on a inversé le sujet. On a des entreprises aujourd'hui qui travaillent et puis le télétravail est accessoire. Chez nous, le télétravail est de base et de venir sur nos espaces collaboratifs est accessoire. Mais ils viennent et ils ont envie de venir, ils ont envie de se rencontrer, ils ont envie d'échanger, ils ont envie de faire différemment aussi de temps en temps. Et il faut naturellement laisser les choses s'installer. Bien évidemment, les piloter et veiller à ce que ça se passe dans les meilleures conditions, mais ça se déroule tout à fait naturellement. À partir du moment où je pense qu'on a inscrit la confiance. Et puis, je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier. C'est que cette crise sanitaire va faire que tous nos jeunes diplômés vont intégrer comme base effectivement cette notion-là. Donc ça veut dire que ça va nous forcer, nous, employeurs, à changer et également de façon effectivement de réfléchir à ce sujet. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a maintenant une génération de jeunes gens, de jeunes diplômés qui quelque part sont nés avec le télétravail. Enfin pour eux, travailler avec des outils à distance, dialoguer dans des chatrooms et des groupes et des réseaux sociaux, ça fait partie de leur ADN. Charles, ça nécessite malgré tout un environnement ad hoc. J'ai fait l'impasse sur la problématique d'ergonomie, sur les problématiques de cadrage, sur les problématiques techniques. Nous, chaque collaborateur est qualifié en matière de connexion Internet. S'il n'a pas la connexion Internet voulue, on va lui proposer d'aller dans un espace collaboratif, coworking ou une entreprise qui est effectivement à côté de chez elle et qui peut mettre des locaux éventuellement à disposition. Il faut que l'équipement, les outils, les applications soient au rendez-vous. J'ai vu tout à l'heure les réglages, les problématiques de contre-jour, les problématiques d'éclairage, les problématiques de son. Chez nous, ça n'existe pas. Quand nous, un collaborateur se connecte, il est normalement parfait. Et il donne cette impression aussi à son interlocuteur. C'est pour ça que nos clients eux-mêmes apprécient, parce que tout d'un coup, ils ont affaire à quelqu'un qui manifestement maîtrise le sujet et ça devient tout à fait naturel, ça ne devient pas un obstacle. Oui, donc ce qu'on disait, c'est ce que disait Benjamin, c'est-à-dire il y a un mois pour finalement accoucher d'une charte, d'un document, enfin quelque chose qui va réglementer en fait l'accès au télétravail. Et puis après, il y a une mise en pratique et ça peut prendre plusieurs mois. Tu as parlé d'un an ou deux même. Donc il faut pas non plus se mettre la pression sur le sujet. C'est quelque chose qui doit s'engager dans une forme de collaboration avec confiance, avec engagement. Donc on a un terrain qui est assez favorable aujourd'hui du fait que un certain nombre de personnes ont découvert le télétravail par la force des choses. Ils ont vu que c'était pas nécessairement mauvais pour eux, pour la qualité de vie au travail et puis la qualité de vie en général. Maintenant, j'allais dire il y a du travail, mais ben oui, il y a du travail pour orchestrer tout ça et puis pour le mettre en musique. Un mot de conclusion chacun. Je commence peut-être par Yves, si tu veux bien, parce qu'on est arrivé à l'heure de notre webinaire. Donc, un mot de conclusion. Ben moi, si je devais dire une conclusion, j'ai beaucoup apprécié les deux mots que Christian Aliès a sortis, qui sont la confiance et l'engagement, parce que je suis convaincu que c'est la base du succès du télétravail. Et qu'ensuite, le télétravail, c'est quelque chose qui va se mettre en place entreprise par entreprise en fonction de l'activité. Pour prendre deux exemples, vous êtes téléopérateur chez Mondial Assistance avec des personnes qui font 4 tonneaux au Niger, que vous soyez dans un bureau à Paris ou dans la campagne. Si vous avez le réseau qui va bien, vous savez traiter de la même façon ce cas. Et c'est un cas vécu, je connais. Vous êtes consultant chez IBM, c'est pareil. Puis après, quand vous construisez des avions, des sous-marins et que vous êtes en lien avec la production, c'est un petit peu moins simple. Donc c'est pour ça que le télétravail, c'est vraiment le domaine du sur-mesure où l'efficacité se mesurera au final à la qualité
du management et ce niveau de confiance et d'engagement qui sont les deux mots-clés que je me permets de voler à Christian Aliès dans sa conclusion. Peut-être qu'il avait prévu de le dire. Oui, il pourra le redire. Benjamin Dessin, un mot pour conclure. Qui ont été tenus par Yves Lacaille, j'adhère complètement, ainsi qu'à tout ce qui a pu être dit aux autres intervenants. Juste, on peut remercier au moins cette période sur cet aspect-là des choses, c'est qu'elle oblige les entreprises à réfléchir à cette forme d'organisation, que le sur-mesure est obligatoire et que ce sur-mesure passe effectivement par une phase de réglementation. Mais cette réglementation, cette réflexion qui nous est offerte avant le phénomène de confinement, c'est-à-dire la réflexion qui est issue de la réforme du droit du travail issue des ordonnances Macron, eh bien, elle n'est certainement pas l'alpha et l'oméga du télétravail. Seulement, c'est une phase qui est obligatoire, car on a de nombreux exemples, en particulier en ce moment, avec cette marche forcée des entreprises sur le télétravail, où elle n'est absolument pas, cette modalité d'organisation du travail n'est pas synonyme de sécurité juridique. Et pour toute entreprise, l'objectif est quand même, surtout lorsqu'on dispose d'une telle marge de manœuvre pour négocier, d'aller chercher une sécurité juridique optimale. Donc ça n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une variable qui est indispensable et il faut faire preuve de tous les talents de managers par ailleurs, comme ça a pu être très bien dit. Merci beaucoup Benjamin. Christian, votre conclusion, vous avez déjà dit des mots-clés, mais... Non, mais je pense que puisse cette expérience négative du Covid permettre à la région Île-de-France d'avoir une logique territoriale d'aménagement et de promotion du télétravail, j'allais dire de manière virale, je n'ose pas. Merci. Et pour finir, Hervé, un mot pour... on a compris que tu es un fervent défenseur du télétravail puisque tu en as vu tous les bénéfices. Alors, un mot pour nos collègues chefs d'entreprise, Paris, région parisienne, qui ont peur du télétravail, qui se disent « Ouh là là, c'est la fin des haricots, cette histoire de télétravail ». On leur dit quoi, Hervé? On leur dit, et notamment en Île-de-France, où on voit la moitié de la population francilienne qui va de l'Est à l'Ouest le matin et l'autre moitié qui va de l'Ouest à l'Est le matin. Je pense que la réponse, en partie, bien évidemment, pour les activités qui le permettent, c'est nous qui avons la réponse. Et effectivement, ça va nous obliger à nous réinterroger sur nos modèles, sur notre façon de fonctionner. Ça va nous obliger aussi à faire confiance et, comme je disais tout à l'heure, à être créatif, à être imaginatif. Et je pense qu'avec tous ces éléments-là, on a la clé. Encore une fois, c'est beaucoup moins difficile qu'il y paraît, mais il faut qu'il y ait une impulsion. Il faut qu'il y ait une impulsion réellement de la direction d'entreprise. Ça, c'est tout à fait clair. Si le patron a envie, je pense que derrière, il va convaincre et c'est sa force de conviction qui va faire que ça va se faire. Même si effectivement, ça demandera un peu de temps parce que ça ne s'acquiert pas comme ça, malgré tout, du jour au lendemain. Bon. Donc un peu de présentiel quand même pour s'assurer que le télétravail de demain se passera dans de bonnes conditions. Je vous remercie, je remercie tous les participants de ce webinaire. Je remercie le MEDEF Île-de-France qui est aux manettes derrière, qu'on ne voit pas dans la coulisse, mais qui joue un rôle tout à fait important dans l'organisation de ces webinaires. Vous allez retrouver, pour ceux qui le souhaitent, peuvent retrouver ensuite en rediffusion tout ce qui s'est dit pendant le webinaire sur le web avec, je pense, un certain nombre de liens de téléchargement, de documents et d'éléments documentaires qui peuvent vous servir. Merci à tous ceux qui ont participé et puis bon travail, bon télétravail. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.